Vous savez, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'aime le cinéma. Après, en même temps, c'est pas pour rien que j'ai une chaîne à ce sujet. Mais en même temps, faut se dire, j'adore ça. C'est vrai, quoi. Le cinéma, c'est ce que l'on appelle littéralement le 7e art. Donc, c'est un art à part entière. Ça a prouvé à des centaines de reprises à travers son histoire que le cinéma était capable d'œuvres artistiques qui ont changé la face du monde à tout jamais. Quel film est-ce que vous avez vu dans votre histoire du cinéma qui ont apporté énormément à votre vie et qui vous ont bouleversé et procuré des émotions dont vous vous souviendrez absolument toute votre vie? Quels sont les films cinématographiques à travers l'histoire qui ont marqué leur époque respective et qui nous marquent encore aujourd'hui? Même si je l'ai peu prouvé au long de ma carrière sur YouTube, dû à cause de plusieurs navets dont on a analysé sur cette chaîne, eh ben je me suis dit, bah c'est pas grave. Parce que oui, là où il y a du bon, il y a forcément du mauvais. Forcément, tu vas voir un bon film, mais t'es forcément obligé aussi de tomber sur un mauvais film. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est un peu comme la bouffe, si vous voulez. La bouffe, il y a à la fois du bon, du très gastronomique, du très bon pour la santé, du prononcé pour le goût, mais de l'autre, t'as aussi de la grosse merde qui est fait commercialement, uniquement pour se le mettre en bouche, et aussi être consommé et donné par l'argent des nombreuses entreprises qui vont se contenter de capitaliser là-dessus, uniquement pour se faire du fric. Mais à Hollywood et même dans l'Occident cinématographique de manière générale, on a remarqué que ce fléau prenait tellement plus d'ampleur que les gars, on sait plus s'ils font de l'art ou pas. Enfin si, disons qu'ils font de l'art, mais à moitié. Parce que oui, art, ça rime aussi avec argent, parce que c'est le préfixe de argent et c'est bien généré par certains gens. Je suis un énorme poète. Abonnez-vous juste pour ça, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Bonsoir et bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Resta Chérie. Donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resta Chérie. Mais pour ça, faudrait que j'arrive à faire des calculs dans ma tête. Ouais, mais non, mec, on s'en bat les couilles total. Eh, voilà, je sais pas ce que j'ai en ce moment là, je suis excité là. Lucie, donne-moi la force. Mais en attendant, là, je dois chier parce que là, à force de la consommer, j'ai envie de la chier par les toilettes là. Allez. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, vidéo assez spéciale qui va permettre de se mettre un petit peu sur de nouvelles bonnes passes pour cette nouvelle saison sur YouTube. Parce que oui, après le ramadan, je considère que c'est une nouvelle saison qui s'entame sur YouTube un peu comme les années scolaires si vous voulez, hein, c'est un peu ça la vie. Et là, ça me fait justement venir à cette question. Car oui, après la pré-intro, faudrait forcément que je continue mon intro. Oui, j'ai du mal à concevoir mes vidéos en ce moment, c'est une négrie. Mais bon, je sors d'une grosse vidéo, enfin 3 grosses vidéos sur The Walking Dead. Donc désolé les gars, je vais être obligé de mal écrire ma vidéo pour qu'elle puisse suffisamment convenir à vos besoins. On en était au moment où si on allait au cinéma, c'était aussi forcément pour donner de l'argent à des entreprises. Parce que oui, c'est bien connu, le cinéma, c'est fait pour diffuser des films qui sont créés par des entreprises. Un peu comme une usine qui se contente uniquement de créer des produits et de les vendre à le plus de marques possible et à le plus de gens possible, uniquement pour rentabiliser la chose, etc. etc. Et ça a mené à tellement de films inutiles, plan-plan, ridicules, nuls à chier, qui polluent de jour en jour notre bon vieux cinéma, que ce soit chez nous ou dans d'autres pays. Je pense qu'aux États-Unis, mais ça se trouve, il y a d'autres pays où c'est. Bah, je sais pas si c'est mieux, mais je pense que ça peut pas être pire que chez eux. Hein. Car oui, il y a des films qui vont à l'affiche et qui, quand on les voit à l'affiche, on se dit putain, encore. Ou alors, on annonce un nouveau film, etc., etc., et tu te dis oh putain, c'est pas vrai ça, encore. Vous pouvez pas arrêter. Et franchement, faut vraiment qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent de faire tout le temps les mêmes films, etc., etc. Au bout d'un moment, ça commence à nous casser les couilles au bout d'un moment. Putain, mais c'est encore le même film ou la même série vote mes couilles adapté de tel remake, reboot, de tel autre film en live action, de préquel, du spin-off, du tel film qui fait chier tout le monde là, putain. Et ça les gars, faut arrêter de se le cacher, on l'a tous dit au moins une fois dans nos vies de cinéphiles. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Oui, après 5 minutes d'intro, ce qui est très très long, j'ai enfin décidé de vous dire quel est le titre de la vidéo, combien je vous spoil. Mais oui, c'est très cliché, mais on va parler de 5 types de films que je ne veux plus jamais voir dans l'histoire du cinéma. Ni moi, ni vous ne méritons ce genre de film. Oui, j'ai l'air d'être objectif comme ça, mais bon, si vous avez envie de combler mon objectivité par votre propre subjectivité, eh ben n'hésitez pas à mettre vos propres envies en commentaire. Quels sont les films que vous n'avez plus du tout envie de voir sur cette chaîne, enfin dans le cinéma, mais que vous aurez préféré envie de voir dans le futur quoi. Qu'est-ce que vous préfériez voir à la place de tel film ou quoi? Moi franchement, je suis chaud pour que vous mettiez des commentaires comme ça à foison. Et franchement, faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour admirer ma bobossitude sur Insta et aussi tchatcher mes news sur Twitter. Et aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si vous kiffez mes vidéos et si vous voulez être au courant de toutes les prochaines nouveautés qui viendront. En attendant, on commence. Ouais, je fais pas de fil blanc, je fais pas de fil rouge, je fais pas de fil en carlouche.
On va commencer par celui qui fait un peu plus chier tout le monde depuis, depuis le début des années 2000, j'ai remarqué, ou peut-être début des années 2010, je sais même plus, mais bref, les remakes et les reboots. Oui, c'est une catégorie de films que j'ai plus envie de voir au cinéma, mais pas trop non plus quand même. C'est pour ça que je le mets qu'en dernier, en 5ème position. Alors, je sais que certains et certaines qui n'y connaissent rien vont sûrement mélanger le terme remake et reboot, mais bon, sachez que le grand spécialiste en cinéma, bon, je suis pas vraiment grand spécialiste, mais bon, on va faire comme si, et je vais vous expliquer exactement quelle est la différence entre le remake et le reboot. Un remake, c'est un film qui se contente de prendre un film qui existait à une époque précise pour la réadapter au goût du jour de nos jours. Par exemple, on va prendre King Kong, eh bien on est toutes et tous d'accord pour dire que le film King Kong date de 1933. Et soyons honnêtes, 1933, c'est pas non plus la porte à côté en termes d'époque. Dites-vous que ça fait bientôt 100 ans que 1933 est passé. Sauf qu'un gars talentueux qui a fait une très grande trilogie de l'histoire du cinéma du nom de Peter Jackson s'est dit que ce serait une bonne idée de devoir réadapter ce film au cinéma. Et ainsi, il a recréé l'histoire de King Kong, il a refait à sa propre sauce et à sa propre manière pour pouvoir en faire le film que l'on connaît aujourd'hui et sûrement l'un des plus grands films de tous les temps. Ça, voyez-vous, c'est le principe d'un remake. Et ensuite, il y a l'inverse, ce que l'on appelle reboot, qui lui se traduit par recommencement à zéro total. Le reboot, quant à lui, va faire à peu près la même méthode que le remake, sauf qu'à la place de refaire l'histoire à peu près à l'identique, à la sauce un peu différente, à la sauce de l'époque, à la sauce du tel artiste qui l'a pris, etc., et ben on va remanier l'histoire, on va la refaire, on va réinventer de nouveaux trucs, de nouveaux genres, de nouveaux termes, etc. Bref, on se refait toute l'histoire à zéro en partant de la même base. On est toutes et tous d'accord pour dire qu'il n'a absolument rien à voir avec le King Kong de 1933, il en est même très loin. Pourtant, la base, elle est exactement la même, à savoir, on prend le singe géant qui habite sur une île en forme de crâne, du coup, tous les pirates et l'équipage des Ivo pourraient aller explorer cette nouvelle terre inconnue, mais ils sont confrontés au singe géant. Juste, les termes de l'histoire sont pas pareils, le thème abordé de l'histoire n'est pas du tout pareil, bref, c'est un tout nouveau film avec, les mêmes matériaux de base, ça s'appelle un reboot. Et autant vous le dire, moi ça me gêne pas d'avoir des remakes et reboots à la suite. Moi franchement, c'est le genre de choses que j'ai envie de redemander. En revanche, quand il s'agit de films complètement différents de ce qu'on a connu à l'époque. Par exemple, si c'est un film qui date d'il y a une époque reculée et qui a très mal vieilli techniquement parlant, eh ben c'est bien aussi de le refaire. Exemple, le Godzilla de 1954. Ouais, c'est vrai que ça donne pas trop envie. C'est pour ça que je demande un reboot à l'américaine, mais pas comme celui de 2014 de Gareth Edwards. C'est un reboot honorable, enfin un remake honorable, excusez-moi, mais pas trop non plus. Enfin, c'est plus un reboot. Moi aussi, je me mélange, ça y est. Mais en revanche, faire un remake d'un vieux film juste parce que ce film a du succès et on veut capitaliser là-dessus pour se le faire, non. Voilà, juste, je dis tout simplement non. Par exemple, le fameux remake de Robocop qui n'est nul autre que le remake du film de Paul Verhoeven qui date des années 70 ou 80. Je sais même plus si c'est une des deux époques, mais je crois que c'est 80, je suis pas sûr. Bon, on est toutes et tous d'accord pour dire que le film de Paul Verhoeven est un chef-d'œuvre, ça y a pas de souci. Alors pourquoi est-ce qu'ils en ont fait un remake qui n'est qu'un film de SF classique comme Hollywood nous l'ont déjà fait des centaines de millions de fois? Ensuite, le remake HBO de Harry Potter qui va sortir dans la décennie suivante. Sérieusement, pourquoi est-ce que vous voulez faire une série tout entière sur l'entièreté de la saga? En fait, je comprends pas. Est-ce que c'est parce que J.K. Rowling a envie de se dépêtrer de l'ancien casting qui a décidé d'être contre elle, tout simplement parce qu'elle est transphobe? C'est ça l'histoire? Ou alors carrément faire un film Lego sur Ninjago? Pourquoi en fait un film sur Ninjago alors qu'on a déjà la série qui est déjà plaisante? Surtout en plus, bon, le film était vraiment pas ouf et c'est archi nul. Et moi, il y aura aussi toujours une question que je me poserai. Pourquoi est-ce que les mecs, ils ont pris un autre Spider-Man à mettre dans le MCU alors qu'ils avaient celui avec Andrew Garfield, putain? Pourquoi est-ce qu'ils se sont contentés de mettre cette erreur de la nature minable et mesquine juste histoire de l'illustrer dans le reste du MCU? Alors en soi, je dis pas, Tom Holland est un très bon acteur, c'est même l'un des meilleurs acteurs des trois, je dirais. Mais bon, quand tu penses qu'Andrew Garfield avait un énorme gain de potentiel et surtout que le personnage de Peter Parker dans cette version-là des films Spider-Man était mieux écrite que ce tâcheron-là, tu te dis ça fout le seum. Pourquoi est-ce que les mecs sont contentés de rebooter la saga? Pourquoi est-ce qu'ils ont rebooté Spider-Man pour le mettre dans le MCU alors que les gars ils avaient déjà un autre Spider-Man opérationnel prêt à casser des bouches dans le sein de l'univers Marvel? On aurait pu se dire que ça fait tâche et surtout en plus ça aurait pas querellé avec les événements d'Avengers, etc. Alors oui, c'est vrai. Mais là, du coup, vient aussi ma question. Pourquoi est-ce qu'on a fait un remake de Spider-Man alors qu'il y avait déjà un autre remake de Sam Raimi qui était d'autant plus efficace? Non? Personne? Bon bah ok, d'accord, je me casse, pas de soucis. Donc d'un côté, j'ai envie que cette mode des remakes et des reboots disparaisse. D'ailleurs, je suis content que cette mode
allez, entre guillemets disparu, sachant qu'en plus il y a une seconde partie, on va parler des remakes reboot, mais c'est d'un tout autre genre qui apparaîtra un peu plus haut dans la liste, vous allez voir. Mais en gros, tout ça pour dire que, voir un autre remake ou reboot qui se contente uniquement de recopier sur ce que le voisin précédent a fait, uniquement pour se faire du chiffre derrière, moi je peux pas accepter ça. Alors bien sûr, je dis pas, il y en a des très bons remakes, même des très bons reboots, il y en a, ça existe encore, ça je dis pas le contraire. Mais bon, quand tu vois que certains sont dénués d'intention artistique derrière et se contentent uniquement d'être un simple produit bon à être vendu à la grande masse, moi personnellement je trouve ça assez dégueulasse. Parce que ça permet juste d'entretenir le simple fait que c'était mieux avant, alors que on a déjà de très bonnes œuvres aujourd'hui. Mais bon, ça, je le réserve pour la fin de la vidéo. Vous vous en doutez, elle ne fait que commencer. Commencez à prendre votre souffle parce que là, on ne fait que s'échauffer et les nerfs, ils vont avoir besoin d'être échauffés pour la suite. Vous allez voir pourquoi. Alors, dit comme ça peut paraître flou, mais il y a aussi cette catégorie de films qui se prétendent original et réinventer le monde du cinéma, alors que quand on les regarde, on se rend compte qu'en fait, ce sont juste de vulgaires copier-coller de ce qui a été fait précédemment. J'en veux pour exemple Les Dents de la Mer. Oui, ce film-là. Autant je considère Les Dents de la Mer comme un chef-d'œuvre moi aussi, ça y a aucun souci là-dessus, il est excellent, hein, même encore aujourd'hui, même s'il a un peu mal vieilli sur certains aspects, mais ça c'est pas le sujet. En revanche, le sang que ce film a sur les mains... Depuis que ce film est sorti, on a une avalanche, que dis-je, une étreinte totale de films de requins qui nous envahissent chaque été, c'est une dinguerie. Et la plupart peuvent être bons, voire même sortent du lot. Mais les meilleurs films de requins, si on compte pas Les Dents de la Mer bien sûr, se comptent à peine sur les doigts d'une main. Et c'est vraiment pas ouf quand tu sais que tout le reste des films de requins qu'on nous a sortis ces dernières années sont pour la plupart mauvais, catastrophiques, oubliable ou voire même une honte autant pour le requin que pour le cinéma. Et ça pour une simple et bonne raison. Copier le style des Dents de la Mer, ou plutôt copier ce qu'a fait les Dents de la Mer, à savoir mettre un requin, le rendre dangereux, le faire bouffer des gens, du coup nos héros vont aller tuer le requin, ils tuent le requin, fin de l'histoire. Ouais. Récemment j'ai vu le film L'année du requin, le premier film français sur des requins, enfin je crois, aux dernières nouvelles, j'ai pas vu d'autres films de requins avant mais c'est pas grave, où l'histoire est quasiment calqué sur les Dents de la Mer, c'est vraiment une dinguerie. La meuf qui voit à la plage qu'un requin est en train de bouffer des gens autour d'elle, ensuite elle va s'abriter d'un gars qui va se faire bouffer et d'un autre qui va être son allié, tout ça pour qu'au final ils y arrivent et voilà, loupi, fin d'histoire, bref. Ouais, c'est quasiment la même histoire des Dents de la Mer. On a même rajouté Calmérade pour remplacer la femme de Brody, en inversant les sexes aussi, histoire d'être un peu plus actuel et de mettre la femme au goût du jour de l'héroïne principale des films de l'histoire de cinéma. Enfin, je sature les gars, je sature. Et encore, si ça n'appartenait qu'au genre du requin, ça serait bien passé. Mais tu remarques que la majorité des films les plus originaux au monde qui se contentent de sortir, ils sortent avec cet argument-là. Les réalisateurs, ils sont là, sur leur siège, à être interviewés, et les seuls arguments qu'ils ont pour vendre leur film préféré, c'est de dire « Alors ouais, moi je me suis beaucoup inspiré de Blade Runner pour faire mon film The Creator. Il y a notamment une scène où le gars, il est complètement décapuchonné au milieu de la foule, tout ça pour se perdre au milieu de la ville, etc. etc. Oui, c'est un style à la Blade Runner que j'ai pris, c'est vraiment pas mal, hein, il faut avouer. Alors moi perso, j'ai aussi fait E.T. l'extraterrestre avec l'espèce de chien métalleux qui est sur Netflix. Franchement, c'est un film qui m'a servi à être extrêmement épanoui, tout simplement parce que j'ai vu E.T. l'extraterrestre et que je me suis dit, si on plaçait E.T. l'extraterrestre par, allez, un petit chien robotique, etc., etc., franchement, ça pourrait faire un très bon film que personne ne va oublier. Les gars, moi-même, le président de Disney vous demande, on est toutes et tous d'accord pour dire que tous les films Disney que l'on a sont des classiques indétrônables de l'histoire du cinéma. Et si on faisait comme avant, en mettant des nouvelles princesses Disney au goût du jour, ce seront aussi des classiques du cinéma. Je n'en doute pas une seule seconde. Pas vrai? Même le film qui fête les 100 ans de Disney aussi, semblerait-il, il profite de ce genre de succès. Alors bien sûr, je dis pas, s'inspirer des plus grands pour pouvoir faire nos propres classiques à nous, ça je veux bien que ça marche. Après tout, quand on regarde Parasite, bon, pas le film coréen de Hong Jong-woo, je parle du manga carrément, qui lui est carrément inspiré de The Thing sorti en 82. On est toutes et tous d'accord pour dire que c'est quasiment le même speech. Sauf que l'auteur a décidé de changer un petit peu la donne pour raconter sa propre version d'histoire en abordant ses propres termes, ses propres thèmes personnels, etc., etc., en parlant de psychologie humaine, de raison de vivre, etc., etc., le tout en questionnant l'humanité. Bref, c'est un super manga. La fin était pas ouf, certes,
Mais putain, qu'est-ce que ce manga était incroyable. C'est juste la preuve que quand on s'inspire des plus grands, mais qu'on a sa propre version artistique de la chose et qu'on a envie de raconter quelque chose qui pousse encore plus loin la réflexion, et bah ça rend le tout que plus intéressant. Mais à partir du moment où tu prends un film culte de telle année, etc., et que t'as envie d'en faire ton propre truc, quoi, bah on se pose la question. Tu vas faire quoi de plus avec? Recopier le style du précédent auteur? Mais le propre auteur avait déjà son propre style à lui. Pourquoi est-ce que tu contentes uniquement de recopier le speech et l'histoire, si ce n'est pour absolument rien faire derrière? J'y avais pas pensé. Et puis surtout ma gueule, si c'est pour recopier, je peux aller sur un logiciel de téléchargement, prendre la chose et recopier sur les disques durs d'absolument tout le monde pour les resservir au reste du monde. J'y avais pas pensé. Voilà, je peux faire ça sans aucun problème, tranquillement. Il suffit juste que je vous donne mon adresse mail juste ici. Vous me demandez quel film est-ce que vous voulez en commentaire. Je vous télécharge les films que vous avez envie de voir et ensuite je vous les envoie par mail. On fait comme ça? Allez-y, n'oubliez pas de vous abonner aussi, ça fera plaisir. Et les gars, aussi, si vous avez envie de faire des photocopies, bah achetez des photocopies. Voilà. Ça coûte moins cher que de faire un film. Ça vous prend des papiers. Vous écrivez un script sur votre page Word. Et voilà. Vous avez votre film en copier-coller. Merci d'arrêter de faire chier. Voilà. Troisième catégorie de films que je n'ai plus du tout envie de voir, et d'ailleurs ça vaut aussi pour les séries, c'est vrai j'ai oublié de le dire en vidéo, mais les séries aussi comptent dans l'histoire, mais en gros tous les médias audiovisuels qu'on n'a plus du tout envie de voir dans l'histoire, numéro 3, c'est la troisième position quoi, ce sont tous ces préquels et ces spin-offs quoi. Bon, je vais le dire en titre tout à l'heure en vidéo, donc je sais pas pourquoi je vous le dis là, mais je vous le dis quand même. Mais si, là, vous savez, les spin-offs, ces fameux films et séries qui sont centrés sur un seul et unique personnage dont tout le monde se foutait royalement. Genre PNJ numéro 4253 qui a été parlé par figurant numéro 592 384 FPS. Ouais, vous vous souvenez de ce gars-là? Et ben on a décidé de faire un film et une série sur ce mec-là parce qu'on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à dire. Ah, j'ai envie de me foutre en l'air, putain, c'est une dinguerie. Ou sinon, on fait un préquel sur tel événement qui s'est passé à tel moment dont tout le monde se fout royalement, mais aussi ce serait une bonne idée de pouvoir en centrer toute une histoire. Ça vous plaît? Ah, on s'en bat les couilles que ça vous plaise ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est votre argent, donc allez-y, à boule le fric, à boule le fric. Donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent. Et oui, en parlant de ce genre d'événement, je faisais bel et bien référence à Rings of the Power. Le fameux événement qui parlait de la création des anneaux et de la création du Mordor, etc. Enfin, je veux pas m'attarder là-dessus sur cette série, j'ai dit que j'en parlerai plus jamais, donc autant de plus en parler. Et pourtant, sur papier, dans les œuvres cinématographiques que l'on regarde dans notre vie, il y en a plein des personnages qui méritent d'avoir leur propre film et leur propre série. Tout comme il y a des époques chronologiques et intradiégétiques des histoires que l'on regarde de nos jours, qui méritent eux aussi d'avoir leurs propres histoires centrées. Par exemple, il y a plein de gens qui s'intéressent de savoir exactement comment est-ce que Voldemort est né. Bon déjà, juste comment Voldemort est né, qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est quoi son enfance, etc. Normalement, de ce que j'ai entendu dire, on raconte que dans le Prince de Sang Mêlé, on raconte les origines de Voldemort. Dans le livre, je parle. Parce que dans le film, bon, on a 2-3 origines sur le personnage de Voldemort, en tout cas Tom Jedusor, mais on n'a pas plus. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un spin-off sur lui? Voire même mieux, pourquoi est-ce qu'on fait pas un préquel de la saga Harry Potter où on nous raconte l'histoire de la naissance des mages noirs, etc. Comment est-ce qu'ils ont fait pour prendre le pouvoir petit à petit dans la saga Harry Potter, et ce, avant la naissance d'Harry Potter? Comment est-ce que Albus Dumbledore a-t-il fait pour le rencontrer? Et pourquoi est-ce qu'il s'est pas rendu compte de sa noirceur, etc. Y a pas... Je sais pas, y a pas tout ça qui peut être raconté, s'il vous plaît? Non? Et bah, allez vous faire en cul. Ou alors, centrer 3 films bien distincts sur le Spider-Man le plus osé de tous les temps. Preuve en est, puisqu'on a fait venir 2 anciens Spider-Man mieux écrits que lui. Là par contre, non, je comprends pas pourquoi est-ce que on a fait, voilà, 3 films sur ce Spider-Man là, alors que The Amazing Spider-Man n'a toujours pas son 3e opus. Et dans Marvel, putain, c'est une dinguerie le nombre de personnages qu'il y a qui ne servent absolument jamais. Exemple, rien que ces 3 meufs. Qu'est-ce que ces 3 meufs viennent foutre dans cette histoire, bordel de merde? D'ailleurs, même Marvel se rend compte de la situation. Les mecs, ils ont remarqué qu'ils ont fait tellement de personnages OSEF ces 5 dernières années que les mecs se sont dit que ce serait une bonne idée de faire revenir tout l'ancien casting pour 2027 lorsque le prochain Avenger sortira. Et voilà, encore une fois, on revient à ce que je disais déjà en intro de vidéo. On préfère glorifier le passé plutôt que d'essayer d'inventer de nouvelles choses, de vouloir innover, etc. Non, on est bloqué dans le passé, on restera toujours bloqué dans le passé, il n'y a que ça qui compte. Le passé, c'est le passé, rien ne pourra le changer. Ouais, même le présent ne changera pas le passé, parce que le présent sera le passé malgré tout. Ça voulait rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on vous crache dessus. Pfff, nickel.
Bon, Tal, Aya Nakamura, vous pouvez passer votre chemin. Merci d'avoir fait cette blague. Mais je pense que le pire, ça reste quand même Star Wars. Star Wars, c'est un nombre incalculable de préquels et de spin-off. Ouais, je suis en train d'étouffer. Déjà que Star Wars, j'en peux plus depuis maintenant plus de 5 ans. Mais là, si les mecs continuent en plus d'affoisonner, encore d'exploiter jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière traite, tout ce qu'il y a dans l'univers Star Wars, et ben là, on va vraiment pas se sortir. Bon, déjà, on t'a fait le film Star Wars, le plus surestimé, j'ai envie de dire, hein, et surtout l'un des moins appréciables. Tout ça pour ensuite faire un spin-off sur un personnage issu du préquel du film Star Wars. Tout ça pour qu'au final, elle soit la série, bon, sûrement la plus acclamée de Disney, mais qui sera forcément tachée par Disney, tellement les mecs, ils ont abusé du marketing qu'ils ont mis dessus, histoire de bien faire comprendre que cette série Star Wars est la meilleure série Star Wars qui ait jamais existé. Mais bon, on disait ça aussi pour The Mandalorian, et qui encore attend une saison 4 ou 5 de The Mandalorian ici-bas? Ah. Bon, bah, merci, au revoir. D'ailleurs, j'en peux plus. Non, très sincèrement, j'en peux plus. J'en peux plus de ces films et séries Star Wars, ou en tout cas préquels, spin-off, comme vous voulez, qui se passent précisément à l'époque de l'Empire, dans lequel l'Empire, bah, en fait, il règne, et on voit plein d'autres personnages issus de cette histoire en train d'affronter tous nos héros, par-ci par-là, à droite à gauche, et tous les méchants. Et t'as Dark Vador. Ouais, on s'en fout de savoir ce qu'il fout dans l'histoire ou quoi. Ce qui compte, c'est d'avoir Dark Vador, point barre. Oui, nous sommes des enfants pourri gâtés qui suçons encore la tétine, encore à notre enfance. Ah, c'est un beat à Disney. Ah mais c'est pas grave, je me disais, elle avait un goût particulier, c'est spécial, et oh wow, ça coule de sperme quand même, c'est un peu dégueulasse mais c'est beau. À la queue, M6 suce-moi la queue. Et le pire, c'est que ça continue malgré tout, même si les mecs ils savent qu'ils n'ont rien à raconter avec leurs personnages respectifs, et bon ils vont quand même le faire. J'ai cité peut-être Star Wars, mais il y a combien d'autres sagas qui sont exactement sur la même longueur d'onde et exactement sur le même lot? On pourrait citer Transformers par exemple, mais de l'autre côté, Transformers essaie de se réinventer en étant certes un reboot, un remake, un spin-off inconnu, etc., etc. Bref, mais ils essaient de faire leur propre truc artistique. Déjà, en remettant Transformers un peu plus au goût du jour, bon pour le cinéma, c'est pas trop gagné, mais sachez que j'ai une vidéo prévue à ce sujet et on va en parler un jour. Mais on ne peut pas renier le simple fait que Transformers essaie de se renouveler au fur et à mesure de leur époque. J'ai jamais vu Transformers autant se renouveler au travers des époques. C'est peut-être la saga qui se renouvelle le plus par an, et ça fait depuis plus de 41 ans que la licence existe, et en 41 ans on a eu tellement de variantes, tellement de différents univers Transformers, etc., que ça en fait la licence où vous pouvez le plus voir de choses en vrai, et de manière différente, tellement c'est varié. On dirait que tu fais une visite des tours des saveurs du monde de la cuisine, genre littéralement tu fais le tour du monde où tu vois plein de cuisines différentes, c'est un truc de fou. Même si bon, l'avenir de Transformers au cinéma, ça fait pas trop rêver, mais bon, encore une fois, on en parlera, surtout au vu du flop incommensurable de Transformers 1 qui me déprime un peu plus chaque jour, à chaque fois que j'y pense. Et d'ailleurs, dans The Walking Dead, c'est pas non plus un reste. Il y a combien de spin-offs qui sont attribués, et comment c'est possible qu'on n'ait pas encore de trilogie sur Rick? Ouais, parce qu'à la base, faut pas oublier que AMC nous ont annoncé une trilogie où Rick Grimes serait le porte-étendard de cette trilogie qui sortirait au cinéma. Bah au final, on a juste eu une série toute pourrie. Ouais. Je vous laisse méditer là-dessus. Les mecs, ils ont tellement peur de faire quelque chose de nouveau ou d'incroyable que les gars se contentent uniquement de refaire ce qui a déjà été fait, sauf que on va traire jusqu'au bout, jusqu'à étendre tout l'univers entier, jusqu'à ce que ce soit bien étendu encore et encore. En d'autres termes, le but c'est d'étendre un pseudo-univers étendu, mettre en avant la surface submergée de l'iceberg tout entier, histoire de bien mettre en avant la chose, histoire de dire à quel point cet univers est grand et immense. Sauf qu'à la longue, manger toute cette partie-là, c'est indigeste. Voilà, je vois ça, déjà, je vomis des yeux. Hein, et encore, est-ce que je sais même pas l'effet que ça fait de vomir par les yeux? T'imagines le bas? Et ça rend l'univers de la série ou le film tellement indigeste en général qu'au bout d'un moment, t'arrives même plus à donner la tête de savoir exactement d'où vient cette saga, qu'est-ce que c'est, et surtout qu'au fur et à mesure du temps, souvent ça la plonge petit à petit dans l'oubli. Exemple, qui a réagi à la news qu'une nouvelle trilogie Star Wars serait en préparation? Putain, encore un moyen d'élargir encore plus l'univers, oh là là. Et en soi, je dis pas, c'est sympa de vouloir élargir un grand univers cinématographique, etc., etc. Sauf que au bout d'un moment, tu finis tellement par étendre la chose que ça en devient indigeste. Tu peux étendre ton linge ou ton scotch, mais au bout d'un moment, ça va forcément finir par se tordre et il y aura plus de corde à la fin de l'histoire. Sauf qu'au final, qu'est-ce qu'on tiendra de tout ça finalement? Qu'est-ce qu'on va retenir? Que telle saga a réussi à étendre son univers tout entier autour de dizaines de milliers de films, séries, jeux vidéo, etc., etc. Ou bien qu'il y a eu un seul film qui est apparu à une date précise pour s'imposer comme un classique? J'hésite entre les trois.
Et encore une fois, je dis pas c'est une mauvaise chose de vouloir étendre l'univers et de raconter telles histoires parallèles, etc., etc. Juste, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui serait intéressant à raconter avec une saga en général. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à raconter? Quelle serait la partie de votre histoire favorite qui mériterait d'être encore plus approfondie pour qu'on puisse y consacrer un film, une série, un jeu vidéo, etc., etc. Et bah ça, franchement les gars, je vous laisse la réponse en commentaire, plutôt que de demander à chaque fois un film, une série toute pourrie qui sera oubliée d'ici les jours qui vont suivre. Parce que croyez-moi les gars, on ne respirera qu'un peu plus mieux une fois que cette mauvaise passe sera enfin passée une bonne fois pour toutes. Je vais pas m'attarder sur le sujet, parce qu'en mois de juin, à la sortie, enfin à l'occasion de la sortie officielle du film live action Dragon au cinéma, j'ai prévu une grosse vidéo sur ces films-là en particulier. Et là, tout le monde va prendre cher. Mais quand je dis tout le monde, c'est absolument tout le monde. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous devez savoir ce que je pense de tout ça. À savoir, adapter un truc en animation ultra bien fait en un remake ultra dégueulasse et moche au possible. Vous devez sûrement savoir la haine que j'ai envers ce médium en particulier. Et croyez-moi les gars, ça va gifler à mort, vous êtes pas prêt pour ça. En fait c'est simple, à partir du moment où t'as un studio qui te permet de balancer une annonce comme quoi tel manga, tel animé ou tel dessin animé de l'époque va être adapté en live action, c'est simple, j'ai envie d'aller dans les studios, tout cramer au lance-flamme comme Joel dans The Last of Us, craft des zombies et des infectés à l'intérieur de bâtiments du lycée qui se trouvait dans le niveau où Joel et Ellie étaient sur le point de retrouver les lucioles, tout ça pour qu'au final ils se fassent attaquer par les cannibales. Ceux qui ont joué au jeu The Last of Us savent de quoi je parle, mais ceux qui n'y ont malheureusement pas joué ne savent absolument pas de quoi je parle. Parce que oui, c'est dans ce niveau-là où en fait on trouve le lance-flamme, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'éclater avec les infectés. Ah, vous vous en battez les couilles? Ah bah ça tombe bien, moi non plus. Avant de s'attaquer justement au sujet, je suis sûr que certains et certaines d'entre vous doivent sûrement se poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai autant de haine envers les live-action. Eh bien, c'est très simple, enfin, envers les live-action. Juste les live-action qui adaptent des dessins animés. Et animés aussi, hein. Pas les live-action en général. Il y a des live-action qui sont excellents. Parce que oui, ça c'est un bon live-action, ça c'est un bon live-action, ça c'est un excellent live-action, sachez-le. Bon, déjà, faut savoir une chose. L'animation, c'est le genre le plus sous-estimé et surtout le plus méprisé de tous les genres du cinéma. Dit comme ça, j'ai l'air d'abuser, mais c'est réel. Alors que pourtant, ça n'a pas lieu d'être. L'animation, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le monde du cinéma. Encore aujourd'hui, on fait des merveilles avec l'animation et on nous le prouve presque tous les jours. Encore aujourd'hui, l'animation nous surprend et surtout, il nous a déjà surpris au point que quand on regarde les œuvres qui ont été faites à l'époque, c'est une dinguerie de voir à quel point est-ce que l'animation est tellement bien faite, tellement magnifique et tellement un art légendaire et incroyable que ça en rend certaines œuvres absolument intemporelles et ça leur donne un style unique en leur genre. Et puis surtout, soyons honnêtes, l'animation c'est moins cher, c'est moins coûteux et surtout tu peux faire plus de choses en contrepartie. Par exemple, quand tu vas faire un film live action en général pour faire un plan avec une grosse cascade, avec un accident de voiture, camion, etc. Bon, t'es obligé d'avoir une autoroute, donc du coup t'es obligé d'aller te payer la mairie pour pouvoir aller payer telle autoroute que tu dois prendre pour ensuite refermer les portes, etc., etc. Aux conducteurs, etc., etc. Tout ça pour créer une montagne de bouchons énorme en agglomération, etc., etc. Et donc polluer encore plus la planète. Bref. C'est un bordel d'avoir à organiser déjà une seule scène sur un seul plateau. Et encore, je parle des scènes de films d'action en général, mais les gros films en général où il y a beaucoup d'action, beaucoup de fantastique ou des attaques extraterrestres, etc., etc. Forcément, tu es obligé de faire avec les moyens du bord que tu as sur le plateau. Et en général, quand tu essaies de retranscrire des animations animatroniques en réel, les résultats sont souvent très flagrants parce qu'il faut forcément que les textures correspondent avec le réel, etc., etc. Bref, c'est absolument pas pratique. Alors que quand tu passes sous le format animation, t'es affranchi, mais tellement de contraintes que tu te rends pas compte de à quel point est-ce que tu es libre. Si tu as envie par exemple de faire une scène en particulier, exemple celle que vous êtes en train de voir là, dites-vous qu'en live action, ça ce sera absolument impossible. Vous avez envie de donner un style ultra particulier à un dragon ultra beau gosse, etc., etc., style le voyage de Chihiro, sachez qu'on est capable de le faire en animation, parce que c'est possible qu'en animation. Si ce dragon était adapté en live action comme ça, déjà c'est impossible à imaginer. Il ne sera jamais aussi beau et aussi majestueux que le voyage de Chihiro. Pourquoi ?
Tout simplement parce que le personnage correspond au style. Le dragon, il est parfaitement accordé au style d'animation des restes du décor autour de lui, ce qui le rend magnifique et beau et s'intègre parfaitement au décor. Alors que si tu fais un dragon comme celui-là et que tu l'accordes à notre environnement, de notre monde à nous, ah, bon courage, hein. Alors là, franchement, je te souhaite bon courage. Et deuxième argument qui montre que vous avez tort de mépriser le live action, enfin l'animation, en tout cas pour ceux qui le méprisent, et ben c'est que toutes les œuvres d'animation sont intemporelles. Bon, toutes, j'exagère, il y a forcément des films d'animation qui ont mal vieilli de nos jours. Mais que vous le vouliez ou non, l'animation vieillit mieux que le live action. Et ça, c'est objectif, c'est même pas débattable. Et pour celles et ceux qui me croient pas, et ben regardez par exemple Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Regardez exactement les images de ce film et même les extraits et essayez maintenant de me dire en quelle année est-ce que le film est sorti. Exactement, il est indatable. Tu peux le classer dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2080, 2100, 2060, 2070. Impossible de le classer parce que c'est un film qui s'ancre dans rien, dans aucune époque, dans aucun temps. Il a son propre style en particulier qui est parfaitement bien retranscrit et personne ne se pose la question de savoir en quelle année est-ce que le film est sorti. Tout simplement parce que le film ne s'ancre dans absolument aucune époque et ça... bah c'est juste grâce au médium de l'animation. Alors que Willow, qui est sorti exactement la même année, en 1988 par exemple, ah, ça pique un peu, hein, ça y est, hein. J'ai pas envie de jeter la pierre à Willow et dire que c'est un mauvais film, mais voilà quoi, je suis désolé, mais c'est dead, hein, ça y est, je vois 2-3 images, Donc ouais, ça fait seulement que 2 arguments, mais déjà sur les 2 arguments, on est obligé d'admettre une seule chose. L'animation, c'est ce qu'il y a sûrement de plus beau dans l'histoire du cinéma et ça le sera encore aujourd'hui. Preuve en est, 20% des meilleurs films des années suivantes et même précédentes sont des films d'animation. Je ne dirai rien de plus, je crois que j'ai déjà tout dit à ce sujet. Or, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, et bah l'animation en tout cas est le genre le plus méprisé en fait de toute l'histoire du cinéma parce que il y a des gens qui, encore aujourd'hui en 2025, considèrent que l'animation, c'est pas du cinéma. Sinon, j'ai oublié de vous dire, vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous disais que le cinéma était considéré comme le 7e art et que je disais que l'animation c'est ce qu'il y avait de plus beau? Ouais, il y a peut-être un lien, hein. Faudrait peut-être quereller un peu les deux une bonne fois pour toutes, hein, pour celles et ceux qui pensent encore comme ça. Et donc du coup, les producteurs, ils ont vu ça, ils ont vu qu'il y avait des avis comme ça qui traînaient un peu sur leur compte Facebook, et ils se sont dit, les gars, on est toutes et tous d'accord pour dire que les films d'animation c'est pour les gamins, c'est pour les enfants, etc., etc. Et si ces gamins et ces enfants qui sont grandis et qui en sont devenus des adultes entre temps, allez voir ces films réalisés en live action avec leurs gamins, histoire qu'on puisse amasser encore plus de fric. Parce que oui, c'est sur un film et une série que les gens ils connaissent, du coup ils verront ça en réel, ils vont se dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, waouh. Et je vais pas vous mentir non plus, c'est vrai qu'à une époque on disait que on voulait à tout prix voir qu'est-ce que ça donnerait de l'animation en live action. Qu'est-ce que ça donnerait par exemple, je sais pas moi, de voir Aang dans la vraie vie balancer des éléments à la gueule, etc., etc. Qu'est-ce que ça donnerait par exemple de voir Mufasa et les autres en réel dans la vraie vie. On avait tous dit ça à une époque dans les années 2000-2010 à peu près. Et quand on a su qu'ils allaient tous y passer et qu'on a vu exactement quel genre de merde est-ce que ça allait nous donner au fil du temps, je pense qu'on aurait dit non, tout simplement. Donc avec tout ça et tous ces arguments, vous devez sûrement comprendre très exactement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai autant la haine de voir à chaque fois un seul projet comme ça mis en chantier. Juste mis en chantier, parce que je vous laisse imaginer que les gars ils doivent tourner ça, monter ça, puis ensuite faire les effets spéciaux et retoucher derrière pour ensuite nous diffuser à notre gueule et se faire un tas de pognon là-dessus. Ouais, en d'autres termes, les gars, ils pissent sur notre enfance. Je dirais même, ils se masturbent et éjaculent sur notre propre enfance, histoire un petit peu de nous violer. Non, en fait, je sais que je dis souvent ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert qu'une femme s'est fait éjaculer dessus dans la rue. Si, ça existe. Il y a vraiment une femme qui a témoigné sur ça sur Twitter et je m'en suis toujours pas remis. On vit dans un monde vraiment dégueulasse, hein. Je suis totalement d'accord avec vous, hein. Alors je dis ça, mais le tout premier live action de dessin animé que j'ai vu de ma vie, c'était Transformers. Et oui, on peut quasiment considérer Transformers comme un live action de dessin animé. Je veux dire, on adapte Transformers littéralement en live action, en réel, qu'on diffuse devant nos yeux. Et franchement, faut pas se mentir, le premier film de Michael Bay était vraiment pas mal. On peut le considérer comme le patient zéro de ce sujet-là, mais soyons honnêtes, le potentiel était plutôt bien mis en avant. On avait vu ce que donnaient les Transformers en réel, on a vu que c'était plutôt stylé, que ça donnait un truc et un effet artistique très intéressant.
Et voilà, il y a pas de quoi s'en plaindre non plus. On a eu de plutôt bons films aux côtés du Bayverse. Mais on a aussi eu du mauvais. Aussi dans les films de Michael Bay. Autant que 2-3 films de la saga de Michael Bay, bien sûr. Mais après ça, bah forcément, Hollywood, ils ont vu que Transformers ça marchait. Du coup, ils se sont dit que, les gars, si on est capable d'adapter un dessin animé des années 80 en réel au cinéma, pourquoi est-ce que nous on le ferait pas? Et du coup, ça a donné plein d'autres films dont on aurait envie de se passer. Bon, déjà, ça commence par Dragon Ball Evolution, et c'est simple, le film est tellement détesté qu'il faudrait littéralement que je consacre une vidéo entière là-dessus, tellement il y aurait de choses à dire. Et croyez-moi qu'on dirait pas que du bien, et encore, est-ce qu'on dirait du bien? Ah, franchement, j'en suis même pas sûr. Mais pour rester sur notre sujet, eh ben, on en est à l'inconvénient. À partir du moment où tu adaptes des Transformers au cinéma, tu te dis pourquoi pas. Je veux dire, le concept des Transformers, ce sont des robots géants qui se transforment en véhicules, et le concept est facilement adaptable. Il y a juste des humains dans la vraie vie que tu devras mettre, et des robots, c'est le chose que l'on sait faire depuis maintenant quelques années. Exemple, Robocop, bien sûr, qui date de une époque reculée, mais c'est possible d'adapter des robots au cinéma. Donc pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire là? Mais en revanche, Dragon Ball, on en vient justement au problème de l'animation à son propre style à chaque fois. L'animation, ça a aussi ce genre de choses. C'est-à-dire, tu peux prendre n'importe quel style d'animation, ça collera automatiquement au style que tu voudras retranscrire. Et Dragon Ball correspond parfaitement à ce que je viens de vous dire là. Il suffit juste que vous regardiez une ou deux images de l'univers de Dragon Ball pour que vous puissiez comprendre exactement où je veux en venir. Et il suffit aussi de voir quelques chara design des personnages de la série pour que là aussi vous puissiez comprendre exactement où est-ce que je veux en venir. Et du coup, quand tu vas adapter ça au cinéma, en réel, en live action, dans la vraie vie, et ben ça donne un Goku blanc avec un gel Viveldop fixation béton, un Yamcha qui ne ressemble pas du tout au Yamcha que l'on connaît, et c'est pareil pour les autres acteurs et les autres personnages. Et même les combats, putain, même les combats c'est une catastrophe. À quoi ça ressemble ça, sérieux? C'est quoi ça, putain? Je croyais qu'on était dans Dragon Ball. Le Dragon Ball ça a des combats exceptionnels dans le reste du manga. Bon, sauf dans Dragon Ball Super, mais bon ça c'est un autre détail. Et forcément, quel est le plus grand studio d'animation qui s'est dit que ce serait une bonne idée de vouloir adapter leurs œuvres préférées et les œuvres qui ont changé l'histoire du cinéma à jamais en live action, en réel, dans la vraie vie? Vous le voyez venir, Disney. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Disney. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Les gars, ils ont commencé avec les 101 Dalmatiens, puis ensuite ils ont enchaîné immédiatement avec Alice au Pays des Merveilles, réalisé par Tim Burton et sûrement fait pour pouvoir détruire sa carrière une bonne fois pour toutes. Ils ont ensuite enchaîné avec Le Livre de la Jungle, et à partir de ce film-là, allez, c'est bon, les mecs qui sont partis, ils ont fait que faire ça. On a eu du La Belle et la Bête, on a eu du Dumbo, on a eu du Aladdin, on a eu du Roi Lion, on a eu du Roxy Rookie, non, il n'est pas encore sorti, heureusement, parce que c'est l'un de mes Disney préférés en plus. Et ouais, du coup, là, on se retrouve face à un nouveau problème en adaptant les live action. Enfin, les animations en live action. Et bah c'est que tu as cet effet là. Tu passes de quelque chose de beau, d'artistique, de ultra bien fait, de fait avec le cœur, avec passion, à quelque chose qui contente uniquement d'être produit. Et vu qu'on est dans notre propre réel à nous, à savoir dans notre propre monde, et bah t'es obligé de retranscrire ça dans la vraie vie. Exemple, un ours parlant, bah tu vas pas le retranscrire comme ça en animation hein, dans la vraie vie. Tu vas être obligé de faire des sacrifices et de faire un ours. Tout simplement. Vous voulez savoir c'est quoi le pire? C'est que ça c'est pas du live action, c'est de l'animation. Oui, techniquement, réaliser des effets spéciaux en numérique, etc., ça veut dire que tu dois animer quelque chose. Animation, c'est bon, vous l'avez? Super, ça va. Donc ouais, c'est pour ça que personne ne considère Le Roi Lion comme un live action traditionnel, mais comme un film d'animation, et le premier à avoir dépassé le $1 milliard au box-office. Enfin, le premier, il y a bien eu le prédécesseur de 94 qui est arrivé, hein, mais qu'on réfléchisse un petit peu 2 secondes s'il vous plaît, messieurs et mesdames. Ceci, ce n'est pas du live action ou du réel, c'est de l'animation. C'est pas un film à la Scarface, Le Parrain ou quoi que ce soit. Bon déjà, je vois même pas pourquoi est-ce que je compare ce film-là, enfin ces films-là qui sont des classiques du cinéma, à ce tâcheron du genre absolument moche et immonde au possible. Mais ce qui entre le plus en vigueur avec tout ça, c'est le réalisme. Et c'est ça qui tue nos animés préférés, qui étaient magnifiques en animation, mais qui deviennent moches en live action. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à force de s'ancrer à 100% à la réalité de notre monde, et bah tu finis par en détruire le charme de ce qui était fait en animation. C'est pour ça que quand je vous dis que adapter le dragon du voyage de Chihiro, c'est quasiment impossible de rendre ça encore plus beau que en animation. Certes, tu seras capable de faire un truc plutôt beau, plutôt bien fait, mais est-ce que ce sera plus beau que ça?
Moi, je vous le dis, les gars, c'est non. Hein. Il y a des gens qui essaient malgré tout. Mais il y a une raison pour laquelle Hayao Miyazaki lui-même est contre la technologie en général. Il n'est pas que contre l'IA, hein, comme vous l'avez vu. Adapter de l'animation en live action, ça nous a peut-être donné des plutôt bons trucs. Que ce soit, bon bien sûr, les Transformers de Michael Bay, malgré le fait qu'il y a extrêmement du mauvais. Mais bon ça, j'en ai fait toute une vidéo, donc si vous avez envie d'aller la voir, bon, allez-y. Elle est même divisée en plusieurs parties pour celles et ceux qui n'ont pas le temps. On en a forcément eu des bons live action adaptés de dessins animés à l'origine. Mais à force, ça a tellement été surplombé, surutilisé, etc. que j'ai fini par en péter les plombs sur mon après-série sur Avatar. Parce que, bon, les gars, soyons honnêtes, le Avatar de Netflix, non seulement est pas bon, mais surtout c'est mauvais et catastrophique. Déjà, les chorégraphies sont pas ouf, les combats sont absolument pas dynamiques. Alors que si tu compares avec l'animé qui est sorti il y a 20 ans déjà, ah putain, ça pique de voir à quel point est-ce que ces gars-là, ils sont supérieurs alors qu'ils ont peu de budget, ils se contentent uniquement de l'animation et surtout... Bah c'est plus beau, tout simplement. Il y a une volonté artistique là-dedans. Alors que les gars, bah ils se contentent juste de faire 2-3 décors, des costumes en carton. Et voilà, les mecs ils se disent, ça y est, c'est bon, on a fait notre œuvre, on peut rentrer chez nous. Juste, je pense encore une fois, entre le combat de Katara et de Pacu, qui franchement est molle en live action, mais qui en dessin animé était tellement dynamique et tellement bien fait. Tu sentais qu'en 20 épisodes, les studios qui ont fait la série Avatar sur Nickelodeon, du coup, se sont littéralement améliorés en fait, tout simplement. Et là, quand tu te dis que 2 nouvelles saisons seront prévues et que quand tu connais la série Avatar en animé, bah t'as quand même des combats exceptionnels qui arrivent. Ça va être quoi en fait la suite? Surtout pour le combat final, que je ne verrai pas parce que de toute façon je n'ai absolument pas prévu de voir cette série de merde. J'ai même envie qu'elle disparaisse de la mémoire collective de tout le monde. Parce que oui, messieurs et mesdames, c'est cette série en particulier qui a alimenté encore plus ma haine que j'avais envers ces œuvres en question. Parce que techniquement ce sont pas des œuvres, c'est juste de la recopie du voisin qui est extrêmement pauvre. Les gars ils sont contentés de copier sans qu'ils n'aient de talent. Et résultat des courses, on voit des fautes de partout et on voit que tu es très mauvais en exercice. Va falloir redoubler mon pote. Mais quelque part, je suis à moitié content. Parce que Disney, de leur côté, ils ont vu que leur film Blanche-Neige avait tellement floppé que les gars, ils se sont dit... les gars, vous trouvez pas qu'on est allé un peu loin quand même, hein? On s'est rendu compte que adapter du live action, c'était pas non plus une très bonne idée. Venez, on arrête ça une bonne fois pour toutes. Après la sortie de Lilo et Stitch, hein, parce qu'après ça sera terminé, on n'en fera plus. Après, c'est sûr que Lilo et Stitch sera forcément un succès. Mais bon, je l'espère absolument pas et j'espère juste que ce sera leur dernier film live action parce que qu'ils s'arrêtent, on n'en peut plus. Et encore, Disney, ils sont absolument pas en reste. Il y a DreamWorks qui sont sur le point de se lancer avec Dragon, même si bon, j'ai fait une réaction avec Dr. Dean et 2-3 potes où on s'était dit quand même qu'il y avait du potentiel avec ce film Dragon, histoire de concurrencer Disney. Mais vu que Disney ne font plus de live action, quel intérêt de les concurrencer sur un terrain sur lequel ils ont perdu? Bon, ça peut être intéressant et humiliant pour eux, mais bon, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je ne sais pas, hein. Je demande à voir ce que ça va donner, mais j'ai peur. Mais ce que je remarque aussi, c'est que Netflix, eux aussi, s'y sont mis, ces petits tarés. Déjà que les mecs qui font exprès de se faire détester par moi, mais si en plus ils en rajoutent encore une couche supplémentaire, alors là ça va être pas gagné du tout. Parce que, ouais messieurs et mesdames, les mecs ils se sont dit que ce serait une bonne idée d'adapter pas des dessins animés Disney, non, ce serait beaucoup trop évident. À la place, les mecs ils se sont dit que ce serait une bonne idée d'adapter des mangas et animés. Et ouais les gars, on a peut-être gagné une bataille avec Disney, mais on n'a pas encore gagné la guerre contre les autres studios. Parce que Netflix, eux, ils ne comptent pas abandonner. Il y a une adaptation live action de Naruto qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense que ça va arriver sur Netflix. Il y a aussi une adaptation de Gumball Squatch qui va aussi arriver sur Netflix. Mais vas-y, à ce stade-là, je m'en bats les couilles. En plus de la part de Gumball Squatch, on a déjà eu un autre remake live action de la part de Netflix aussi, encore une fois. Et c'était pas ouf, tout simplement. À partir du moment où tu as plus à faire une pièce de théâtre qu'à une véritable série en particulier, c'est que vraiment ta série est pas bonne, hein, voire même quasi nulle. Non les gars, je suis désolé mais ça m'énerve, ça... je peux pas ne pas péter un câble, j'ai envie de poser mon écran. Ça me casse les couilles. C'est qui encore cette fois-ci qui vont s'y mettre? Le pape peut-être? Bon, il est mort, ok, mais bon, en quoi est-ce que ça peut être pire cette fois? T'as vu? À ce qui paraît, il y a... Ouais, c'est ça, les créateurs de Camelot qui vont faire un live action sur la série Berserk, le manga je parle. Allez, salut, bonne journée. C'est pour
petits cons qui ont fait une série télévisuelle nulle à chier qui s'appelle Kaamelott vont se contenter d'adapter en live le plus grand manga de l'histoire du manga qui a les dessins les plus beaux de l'histoire du manga en live action. Ces bandes de tâcherons nuls à chier qui servent à rien. Oh putain, c'est pas vrai! Seigneur, je vous en supplie, je vous invoque, faites en sorte, par pitié, je vous en supplie, faites en sorte à ce que l'humanité en question arrête d'adapter des live action. Je vous en supplie qu'ils arrêtent de prendre des dessins animés ou des animés et de les mettre en live action tout moche et tout queuge, juste pour toujours, par pitié, je ne demande rien d'autre, je ne demande rien de spécial, je vous offrirai absolument tout ce que vous voulez, mais je vous en supplie, que tous les studios, que tous les artistes, et que n'importe qui voulant se lancer dans le domaine de l'audiovisuel, arrête de toucher à ces œuvres cultes et légendaires, juste pour en faire des live action tout pourris, tout moches et tout queuge. Arrêtez de toucher au genre de l'animation, et donnez-lui la gloire qu'il mérite. Je vous en supplie, par pitié. Je demande rien de spécial, juste que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Je ne demanderai rien d'autre de plus. Et après, peut-être, on pourra dormir en paix, tranquillement, avec plaisir, sans aucun souci, sans aucun problème. Et après, là, on pourra peut-être vous féliciter pour ce que vous avez créé de nouveau. Mais là, non. Juste, je dirais non pour toujours. Et enfin, pour finir, ce grand fléau de l'histoire du cinéma. Ce fléau qui nous hante depuis ses débuts. C'est sûrement le fléau le plus ancien qui nous a été donné de voir et qu'on n'en peut plus de voir aujourd'hui dans notre monde du cinéma. Qu'on demande aussi un petit peu à voir, mais pas pour les films qu'on mérite en général. Ce fléau, il dure dans l'histoire du cinéma depuis des années, vous imaginez même pas. Et encore aujourd'hui, on réclame sa disparition à vie, une bonne fois pour toutes. Ces films qui nous polluent, qui cessent de pulluler et qui existent et qui se contentent uniquement d'exister sans rien d'autre derrière et sans aucune saveur. La raison pour laquelle tes parents s'intéressent à rien à part être bloqués sur BFM TV et CNews toute leur journée sans avoir à rien foutre d'autre de leur vie avec leur boulot de merde et leur salaire de merde. Et surtout, la raison pour laquelle on n'en peut plus du cinéma et surtout qui nous fait dire que Hollywood ne s'arrêtera absolument jamais de continuer, ce sont bien sûr les suites inutiles. Et ça, c'est sûrement ce qui est le plus détestable de l'histoire de Hollywood et ce que les gens réclament pour que ça s'arrête, à savoir les suites inutiles. Combien de films dans l'histoire du cinéma ont eu le droit à des suites ? Déjà, c'est une bonne question en vrai. Je pense que déjà, c'est impossible de les compter sur une doigt d'une main. Je pense qu'il faudrait être des centaines pour qu'on puisse tous les compter sur les doigts d'une main. Et oui, aujourd'hui c'est triste à dire, mais les films qui percent le plus souvent au sommet du box-office, ce sont bel et bien souvent des suites, pour pas dire tout le temps en général. Preuve en est, l'année dernière, Vaiana 2 a été propulsé en quelques semaines seulement aux milliards de dollars au box-office mondial. C'est vous dire à quel point les gens, tout ce qu'ils demandent et tout ce qu'ils réclament, ce sont des suites. Et à contrario, t'as eu Sonic 3 derrière qui lui, bon, il s'en est plutôt bien sorti, mais il s'est fait détrôner par Minecraft entre temps, alors que c'était la meilleure adaptation de jeu vidéo qui n'ait jamais existé au terme de box-office mondial. Mais bon, ça c'est les goûts, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Surtout que malheureusement, certains films souffrent de cette malédiction d'avoir à chaque fois des suites de films moins bons que leurs prédécesseurs. Et ça arrive beaucoup trop souvent et c'est souvent arrivé dans l'histoire du cinéma précédemment. Et croyez-moi que cette règle, elle échappe pas aux films qui sortent aujourd'hui. Bof, t'exagères quand même. Y a pas eu que des suites mauvaises dans l'histoire du cinéma. Récemment, par exemple, on a eu Le Chapeauté 2, qui franchement était excellent possible. On a eu aussi droit à The Dark Knight, Spider-Man 2, et pour s'éloigner des super-héros un petit peu, on a eu droit à Terminator 2, et il y a même eu Le Parrain 2. Donc franchement, en termes de suite, on a été plutôt bien garni dans l'histoire du cinéma. Donc tu peux pas dire le contraire à ce sujet. Alors oui, c'est vrai. Il y en a eu des suites de films qui se sont avérées meilleures que leurs prédécesseurs. Ça, je dis pas le contraire. Mais bon, à contrario, tu regardes toutes les autres suites de films qu'on a eu.
Ah franchement c'est une véritable catastrophissime, t'imagines même pas. On a eu par exemple, bon, le fils du masque, car oui, The Mask a une suite hein, quand même, c'est quand même choquant de se dire ça. Ensuite on a eu Jurassic Park 2, oui Jurassic Park 2 était moins ouf que le premier, hein, on est toutes et tous d'accord pour pouvoir dire ça. On a eu ensuite Titanic 2, oui je sais c'est choquant aussi de se dire ça, mais Titanic a bien une 3 à sa suite, je parle bien sûr du film de James Cameron, et il était tout pourri hein, d'ailleurs, hein, comme ça moi ça vous décourage de vouloir aller le voir. Bon ensuite on a eu Batman vs Superman, parce que oui c'est la suite de Man of Steel, et soyons honnêtes, il est pas du tout à la hauteur de Man of Steel, soyons honnêtes 2 secondes. On a eu Les Animaux Fantastiques 2. Franchement, j'ai hâte de faire la chute de saga parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus de devoir citer cette saga à chaque fois et ne pas pouvoir en faire une chute de saga histoire que je puisse me venger dessus. On a eu ensuite quoi d'autre, un troisième film, Les Animaux Fantastiques, parce que oui, ils ont décidé de faire une suite mauvaise à une suite mauvaise. On a eu Star Wars 2, l'attaque des clones aussi, parce que oui, hein, citer ce film-là, c'est aussi se dire que c'est le film le plus oublié, le moins cité des fans de la saga Star Wars, malgré un Empire contre-attaque excellent et malgré une menace de fantômes. On a eu Independence Day 2. Oh putain, comment le film il était nul quand même, franchement je suis en train de réaliser, mais ouais il n'avait rien à voir avec le prédécesseur, tellement les deux films ils sont éloignés, alors que pourtant c'est le même réalisateur. On a eu aussi droit à, putain les Marvel, il y a des films de le MCU qui franchement n'ont pas une seule suite de réussite. Il y a La Belle et le Clochard 2 que tout le monde a oublié, il y a Pocahontas 2 aussi, putain où John Smith se fait quitter par Pocahontas parce que la Disney c'est oh putain c'est vrai, il y avait aussi Tarzan et Jane qui est l'archier, et un spin-off aussi sur Tarzan, enfin Midway, donc t'as Tarzan qui fait machin, je sais pas quand il était jeune quoi, et putain ouais ton premier sur Disney, il y a tellement Disney collectionne les suites, je sais même pas s'ils ont une de réussite à part le Royaume 2. Mais bon, d'ailleurs, Pixar aussi, ils ont pas fait que des bons films. Faut pas oublier aussi que la suite était mauvaise. Par exemple, la Cars 2, on avait aussi, bon, je pense Notre-Dame 2, quelle direction référence, évidemment. Comment est-ce qu'on peut pas Toy mais les 100 Dalmatiens 2, le monde magique de la Belle et la Bête. Oh putain, la mocheté de ces images. Oh putain, je pleure la nuit tellement c'est ouf. Bon, ça suffit! Ça suffit, c'est bon, je pense qu'on a compris. Ça y est, au bout d'un moment, on a compris. Il y a plein de suites de films ou quoi qui sont nuls à chier, on est d'accord, ou voire même carrément mauvais ou juste un petit peu mauvais ou en dessous du premier. Mais je pense que c'est bon, ça va, t'as pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, mais tu vas en venir où en fait pour être sûr? J'ai perdu le bout du fil au bout d'un moment. Tout ça pour dire que les suites de films, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et c'est très rare, voire même trop rare, qu'il y ait au moins un film, ou en tout cas une suite de films qui s'avère être meilleur que son prédécesseur. Au point qu'aujourd'hui, les gars, ils savent plus faire que ça. Le pire, c'est qu'ils savent, je pense. Les studios, ils savent que dans leur tête, la suite du film qu'il faut sera moins bien que leur prédécesseur. Et pourtant, on le fait, on se contente de le faire, on en a rien à foutre. Parce que les gars, ils savent très bien que s'il faut un film ne serait-ce qu'un peu original, ça marchera pas. Et d'ailleurs, ils se sont fait la réflexion en 2023. Quand en 2023, ils ont vu leur planning des films qu'ils auraient à sortir cette année-là, et ils étaient choqués de voir que The Creator serait leur seule production, enfin en tout cas la grosse production hollywoodienne, ou qui n'est pas une suite, pas un préquel ou quoi que ce soit. Mais quand ils ont vu qu'ils avaient que ça à produire, je pense que les gars ils se sont fait la réflexion et ils se sont dit bon tant pis, déjà ils auront voir quand même et on se fera du pognon là-dessus, c'est pas grave tant que c'est rentable, pas de soucis. Et il suffit de voir les catalogues des prochains films qui sortiront dans le futur. Toy Story 5, La Reine des Neiges 3, Les Indestructibles 3 et bien d'autres encore. C'est pour ça d'ailleurs que je rêve, mais je rêve à l'avenir que vraiment Pixar se fasse racheter par une autre société que celle de Disney. D'autant plus que Disney ils sont en train de perdre de l'argent, donc ils vont être obligés de revendre toutes les sociétés qu'ils ont avalées pour pouvoir se hisser au sommet où ils étaient il y a encore quelques années de cela. Parce que oui, en 2020, je me souviens, j'avais fait une vidéo qui parlait de tous les succès que Disney ont eu au point d'avoir engendré plus de 11 milliards de dollars en l'année 2019 justement. Mais là, pour le coup, c'est pour ça que je rêve. Mais vraiment les gars, je vous le dis, je rêve. Disney ils sont en pleine chute libre financière et c'est pour ça que je rêve. Mais vraiment je rêve que Pixar soit racheté par une autre société, ou voire même pire, que Pixar s'auto-rachète lui-même pour qu'elle devienne littéralement indépendante. Comme ça, moi, ils font ce qu'ils veulent, ils ne font chier personne, et ils peuvent mettre tous les personnages LGBT qu'ils veulent. Ils n'auront plus besoin de Disney qui leur fasse chier pour qu'ils puissent leur interdire des personnages LGBT mis à l'écran. Et encore, je fais que critiquer Disney Pixar, mais sachez qu'ils sont pas les seuls. Warner, voici ce qu'ils ont annoncé pour leur catalogue, et il y a des suites à l'appel, par exemple, il y a les Goonies 2 qui sort. Putain, les Goonies 2... Vous avez des idées par moment, à certains moments dans votre vie les gars, parce qu'au bout d'un moment ça va finir par se voir que vous n'avez plus des idées hein. Et ouais, si les gars, je suis totalement au courant, je n'ai pas encore pu parler de Jurassic World Rebirth. Croyez-moi les gars, on va parler de la bande-annonce, ne vous inquiétez pas, c'est encore prévu dans ma teuté. D'ailleurs ce sera la prochaine vidéo, pour vous faire plaisir. Et ouais les gars, Universal aussi ont plus d'originalité, se contente uniquement de faire des suites inutiles que tout le monde oubliera dans les jours qui suivra.
C'est navrant, j'en peux plus de ma vie, je crois que je vais me suicider, je vais bien pour moi. Et c'est quoi un tir? Parce que ce genre d'idée, ça venait justement de Arthur P. Jacobs. Pour ceux qui savent pas qui est cet homme-là, c'est simple, c'est celui qui a eu l'idée d'adapter le livre de La planète des singes au cinéma à l'époque des années 60. Ça a donné forcément le film de Charlton Heston comme vous connaissez, mais bon, je vais pas m'attarder sur ce sujet non plus. Là aussi, j'ai fait toute une vidéo qui parle de la saga Planète des singes. Ouais, elle a un peu flop, donc s'il vous plaît, donnez-lui un peu plus de vues, c'est important pour moi. Mais disons que pour résumer vite fait, j'avais résumé dans cette vidéo que grâce à Arthur P. Jacobs, et Francis Ford Coppola a eu l'idée, ou tout du moins l'idée de génie, de faire 2 suites au Parrain. Ça a donné bien sûr le Parrain 2 qui est plutôt acclamé par la critique, bien moins que le premier certes, mais quand même. Mais ça a donné un 3e opus plutôt controversé par les fans. Et encore, je n'ai pas vu le 2 et encore moins le 3, hein, donc je me réserve des spoils pour l'instant. Mais si on savait, mais genre si on avait su tout ce qui serait engendré après ça et toutes les idées qui seraient données à Hollywood pour ça, putain, on se dit, le sang que ces 2 hommes ont sur les mains, que ce soit Francis Ford Coppola ou Arthur P. Jacobs, c'est une dinguerie de savoir ce qu'ils ont fait. Regardez ce que vous avez fait au monde du cinéma. Maintenant, tous les studios n'ont aucune idée. La seule chose qu'ils ont comme idée, c'est faire des suites encore et encore et encore. Et si on continue d'aller voir des films comme cela, et bah ça va continuer, croyez-moi, on va encore en avoir des suites. Bientôt il y aura Terminator 40 000 qui va sortir, ou alors bientôt vous allez avoir Minecraft 350 qui d'ailleurs sa suite a été annoncée, ou alors sinon vous allez avoir je sais pas moi, Super Mario Bros 3500 du film sorti en 2023 il y a maintenant 50 ans. Et bientôt sortira Toy Story numéro 150 385 ou quoi que ce soit. Bref les gars, ça s'arrêtera pas si vous continuez d'aller voir ces films-là. Si vous continuez d'aller voir des préquels inutiles, des spin-offs inutiles ou des remakes inutiles ou quoi, ou alors que vous allez voir des suites inutiles, des remakes live action, etc., etc., croyez pas que les choses vont s'arranger au bout d'un moment. À force de donner de l'importance à des films comme ceux-là, vous allez finir par en détruire la culture même du cinéma, au point que les mecs, on se rendra compte que Hollywood, c'est juste un fourre-tout de films de merde, qui se contente uniquement de faire des suites, des préquels, des remakes, des spin-offs, etc., etc., sans se reprendre la tête de savoir qu'est-ce qui faisait que ces films à l'époque étaient artistiques. Et au bout d'un moment, ça fera que de plus en plus détruire le cinéma, et viendra un jour, je dis bien un jour, où on n'ira plus au cinéma. Mais où on ira voir autre chose à la place. Et certains et certaines derrière leur écran doivent sûrement se dire « Ouais mais vas-y, de toute façon aujourd'hui le cinéma c'est pourri, il faut aller voir ailleurs si on y est, de toute façon au bout d'un moment, c'est que de la merde, et nanani nanana ». Ce à quoi je répondrai à ces personnes-là, il existe plein d'autres films à aller voir au cinéma. Je sais que c'est choquant d'avoir à entendre cette vérité-là, mais oui, vous pouvez donner de l'importance à plein d'autres films qui sont sortis ces derniers temps. Il suffit juste de voir les films dont j'ai parlé justement dans mes tops de l'année. Et c'est justement ces films-là dont il faut donner de l'importance pour pouvoir aller les voir au cinéma. Ou alors plus récemment, je sais pas, à la place de Minecraft par exemple, ou de Thunderbolt, j'ai eu un film comme Signers, un film réalisé par Ryan Coogler, un réalisateur très montant et le réalisateur noir le plus congratulé au monde quand même, ça fait plaisir. Et en plus en tête d'affiche on a un Michael B. Jordan qui est sûrement sur le meilleur rôle de sa carrière. Et franchement, allez me voir ce film, donnez votre argent et donnez des tickets à ce film là parce qu'il le mérite amplement. Presque tout est parfait dans ce film, enfin tout est parfait, j'exagère, mais franchement ça fait plaisir d'avoir un film ne serait-ce qu'un petit peu plus original avec un réalisateur qui sait exactement ce qu'il a à foutre avec sa caméra. Putain de merde. Et ça fait plaisir. Vous avez eu Beetlejuice en octobre, mais putain c'est dommage que vous êtes allé voir ce film parce qu'à la place vous aviez ce Wild Robot ou Transformers One. D'un côté t'as un film d'animation original qui se contente de faire tout ce qui s'est fait de mieux dans le monde de l'animation, et de l'autre t'as un film qui réinvente à nouveau la franchise pour pouvoir essayer des nouvelles choses et raconter une histoire nouvelle et originale jamais racontée jusque là. Et ça fait plaisir. Et ouais, du coup je suis aussi en train de me poser la question de l'année dernière, pourquoi est-ce que je suis allé voir Le Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirrim, qui était pas ouf avec du recul, mais à la place je suis pas allé voir Nosferatu. Putain ouais, franchement je me pose tous les jours la question de savoir pourquoi est-ce que je suis pas allé voir ce film là à la place de ce truc. Ouais, j'avais des traumas à régler avec Rings of the Power, c'est vrai, j'avais totalement oublié ce détail. Donc voilà, là je vous pose la question mes chers fans, pourquoi est-ce que vous allez voir des films de merde alors qu'à côté, à l'affiche, vous avez des films qui valent tellement plus le coup que ça, que franchement les gars, ça en devient regrettable d'avoir à gaspiller de l'argent pour aller voir un film aussi
merdiques que ceux que vous allez voir, que vous soyez avec vos gosses ou pas d'ailleurs, parce que je m'adresse aussi aux parents d'un certain point de vue qui ont eux aussi leur part de responsabilité. Quand vous donnez un ticket à votre cinéma, vous le donnez aussi de l'argent aux studios qui ont fait les films en question. Et en voyant l'argent qui est généré grâce à ces films, et les studios se disent qu'ils font de l'argent avec et ils savent qu'ils en voudront plus. Et en voudront plus, et ils en feront plus des films comme ça, puisqu'ils croient que ce que vous allez voir, vous l'aimez forcément. Désolé de vous dire ça les gars, mais au fond vous aimez pas ces films-là. Et c'est ça qui est la vérité. Et en donnant ces billets justement, vous faites dire aux studios que vous aimez voir ce genre de films. Sauf que non, vous aimez pas ces films-là. Vous n'aimez pas du tout aller voir ces films. Alors pourquoi est-ce que vous donnez de l'argent? Pourquoi est-ce que vous leur donnez cet argent? Allez voir autre chose. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et je sais que certains gosses ont été heureux d'aller voir Minecraft ou quoi, mais est-ce que vous pensez pas qu'ils seront plus heureux d'aller voir par exemple The Wild Robot? Putain, pourquoi est-ce que peu de personnes sont allées voir The Wild Robot? Parce que sérieusement, ce film il vaut le coup, surtout pour les gosses. Et ça évitera de leur faire prendre pour des cons. Et pourquoi est-ce que personne aussi n'y est allé voir Flow? Putain, Flow, c'est un film qui a été fait avec une équipe tellement réduite, mais qui est tellement qualitatif que franchement ça fait regretter que aucun d'entre vous presque ne l'ait vu. Et peu de personnes d'ailleurs en ont parlé, et c'est triste. Bref, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo en général. Il faut qu'on arrête de donner de l'importance à des films de merde, quand à côté, à l'affiche, t'as des films qui méritent mais 1000 fois d'être vus, mais qui floppent malgré tout, parce que au final, la qualité de nos jours, on s'en fout un peu. Parce que à force de donner de l'importance à de la merde, quitte à ce que les chefs-d'œuvre se noient dans l'oubli, au bout d'un moment, vous allez finir par en détruire notre patrimoine culturel, notre cinéma. Et résultat des courses, le cinéma sera qu'un lieu de niche. On ne pourra plus se réunir. Et ça, ce sera plus triste. Ce qui fait vivre les gens dans un grand bonheur en commun, c'est de savoir se rappeler de l'essentiel. Si l'essentiel est négatif, là, il faut se poser des questions. S'il y a plus de 90% de bonheur, de bonne intention, et que vous vous arrêtez sur 20% ou 10% de négatif chez un être, vous ne vivrez jamais en paix. Vous pouvez posséder énormément de bienfaits, et la plus petite chose qu'on vous retire vous fera croire que vous n'avez plus rien. Rappelons-nous que nous sommes les premiers ingrats, que nous sommes ceux qui oublions pour tout faire pour ne pas oublier et être moins ingrats.